président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier. Le chef de l'État était en Arabie Saoudite et en France. On parlera aussi d'emploi dans cette édition. 143 jeunes vont bénéficier de stages avant d'être insérés dans la vie active. La filière Anacad est-elle en difficulté? Les responsables sont en tournée de sensibilisation pour éclairer les producteurs. Bonjour à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Après un séjour en Arabie Saoudite et en France, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné la Côte d'Ivoire hier. Il a été accueilli à l'aéroport par le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. On voit ici en image le Premier ministre Awoussoukou Ado-Diano saluant le chef de l'État à son arrivée. Le chef de l'État s'est aussitôt adressé à la presse pour faire le bilan de sa mission en Arabie Saoudite, où il a pris part à la 4e session extraordinaire de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Au terme de cette conférence, le président Alassane Ouattara a effectué un séjour privé en France. Dans sa déclaration à la presse, le chef de l'État a annoncé de grands chantiers de développement. Il s'est aussi prononcé sur les récentes attaques en Côte d'Ivoire, des attaques jugées répréhensibles et inacceptables par le président de la République qui convoque demain une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité. On écoute le chef de l'État. Je viens de rentrer d'une mission qui m'a amené en Arabie Saoudite et également d'un séjour privé en France. En Arabie Saoudite, comme vous le savez, j'ai participé à l'invitation du roi d'Arabie Saoudite à la 4e session extraordinaire de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique. En marge de cette conférence, eu plusieurs échanges fructueux avec mes homologues du Sénégal, de la Mauritanie et du Tchad, toujours au sujet du Mali, et notamment de la suite à donner à ce dossier. Et je suis heureux de constater que quelques jours après nos contacts avec le président malien de la Mecque, que le gouvernement d'union nationale a été formé. Nous avons eu bien entendu aussi reçu quelques délégations, notamment du Burkina et du Togo. J'ai également échangé avec le président de la Banque islamique de développement et le secrétaire général de l'OCI. Avec le président de la Banque islamique de développement, il s'agissait de le sensibiliser sur 2 projets qui nous tiennent à cœur. Le pipeline qui doit aller d'Abidjan à Ferkessédougou pour transporter le carburant, qui sera ainsi moins cher, et nous espérons donc un financement de la Banque islamique de développement de près de 100 millions de dollars, donc 50 milliards de francs CFA pour ce projet. Et nous avons également souhaité le financement de la route Bundiali-Odjéné, qui est à l'ordre du jour depuis de nombreuses années. Et là, nous avons également des perspectives de financement d'à peu près du même montant, 120 millions de dollars, soit 60 milliards de francs CFA. Ce sont des projets importants. Pour le pipeline, c'est naturellement pour que le carburant puisse être transporté dans de meilleures conditions, sans fuite et sans prélèvement. Et en ce qui concerne bien sûr la route Bundiali-Odjéné, ceci permettra de relier Odjéné ensuite à Kankan, en Guinée, où il y a déjà un financement pour la construction de cette route. Et vers donc l'est, cette route permettra permet aussi de relier Bundiali à Korogo par route bitumée, et bien sûr Korogo, Ferke-Bouna, pour continuer sur le Burkina et le Ghana. Ce sont donc des projets importants pour notre pays qui permettront également de nous relier et de nous lier davantage à ces pays voisins avec qui nous avons des liens très étroits.
Au terme de cette conférence, j'ai effectué un séjour privé en France. Bien évidemment, j'ai suivi de très près les attaques meurtrières de ces dernières semaines contre les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je condamne ces actes répréhensibles car la Côte d'Ivoire est un pays de paix et les Ivoiriens aspirent à la paix et à la tranquillité. J'ai été en contact permanent avec M. le Premier ministre, M. le Président de l'Assemblée, les membres du gouvernement, notamment les ministres chargés de la sécurité et de la défense, ainsi que la haute hiérarchie militaire, et à qui j'ai demandé de prendre des mesures appropriées en vue de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je crois que c'est maintenant chose faite. Et j'ai d'ailleurs convoqué une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité le mardi 28 août, c'est-à-dire après-demain, afin de faire le point de la situation sécuritaire et de voir quelles sont les mesures qui ont été effectivement appliquées et comment elles peuvent être améliorées ou renforcées. Alors, je voudrais dire que ces actes sont vraiment répréhensibles et inacceptables. Ce n'est pas par la haine et la violence que nous allons résoudre nos problèmes en Côte d'Ivoire. La violence, comme le disait le président Houphouët-Boigny, est l'arme des faibles. Et j'ajouterais d'ailleurs que cette violence est l'arme des désespérés. Et toutes les dispositions ont été prises pour mettre fin, mettre un terme à ces actes qui n'honorent pas notre pays. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens aspirent à la paix et nos compatriotes veulent tous vivre ensemble. Je pense dans la tranquillité, dans la paix, dans la sécurité. Et je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous ferons tout pour que la Côte d'Ivoire retrouve la place qui est la sienne en Afrique et dans le monde. Et personne ne pourra nous détourner de ces objectifs. Et nous avons de grandes ambitions pour notre pays et nous sommes déterminés à faire en sorte que ces objectifs soient tenus et que les résultats soient tangibles au cours des prochains mois et des prochaines années. Bien évidemment, nous restons plus que jamais attachés à la réconciliation entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Cependant, il est évident que la justice continuera de faire son travail dans le respect des principes d'un État de droit. Et je voudrais, pour terminer, appeler tous nos compatriotes à se mobiliser pour la reconstruction et le développement de notre beau pays. Les autorités ghanéennes ont confirmé officiellement hier l'arrestation de Justin Koné-Katinan, l'ex-ministre du budget de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les autorités ghanéennes étudient actuellement les modalités de son extradition vers la Côte d'Ivoire. Justin Koné-Katinan, visé par un mandat d'arrêt international, est poursuivi pour crimes économiques. Il est en exil au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale. Et puis le secrétaire général par intérim et porte-parole du Front populaire ivoirien, Laurent Akoun, a été arrêté hier par la gendarmerie nationale à Zopé. Il est détenu à la brigade de recherche à Abidjan où il est entendu sur les récentes attaques perpétrées en Côte d'Ivoire. Les autorités politiques, administratives, les cadres et la chefferie d'Agboville disent non à une tentative de déstabilisation de leur localité. Ils l'ont affirmé au cours d'une rencontre à Agboville. Mamadou Kouassi, reportage. Après l'attaque des positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, à Érimakoudié, dans le département d'Agboville, élus, cadres, autorités administratives et politiques échangent avec la chefferie traditionnelle. Objectif: sensibiliser les chefs de village à collaborer avec les forces de l'ordre et surtout renforcer la cohésion sociale. Les autorités ont invité les chefs traditionnels à sensibiliser la population afin de dénoncer toute action suspecte. Adama Bictoro, député d'Agboville commune, a indiqué que si sa circonscription bénéficie aujourd'hui de projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures,
C'est grâce bien sûr à la situation stable que connaît la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il invite la population à collaborer avec les forces de l'ordre afin d'éviter d'éventuelles attaques. Ce que nous avons retenu, c'est la mise en place d'une plateforme de veille et de suivi, mais surtout une plateforme qui devrait définir une politique de sensibilisation, au fin de permettre donc aux forces de sécurité de bénéficier d'informations de personnes donc, ayant décidé de se mettre en marge des lois et de la République. Les chefs traditionnels ont rassuré les autorités administratives et politiques que leur terre ne sera pas une base de déstabilisation des institutions de la République. D'autres rencontres sont prévues afin de maintenir un climat de paix dans la région de l'Agnébi. L'insertion des jeunes, priorité du gouvernement, se concrétise. 143 jeunes vont bénéficier de stages, ouvrant ainsi la voie à une première expérience professionnelle. Les responsables du projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences, PGDEC, et une entreprise de télécommunications conduisent le projet. Les explications de Lassina Ouattara. Ce sont 68 jeunes diplômés constituant la première vague de stagiaires en quête d'expérience professionnelle qui ont été reçus par les responsables de la société des télécommunications où ils devront exercer. C'est à travers une convention de partenariat que cette entreprise a décidé d'accompagner le projet d'emploi jeunes et de développement des compétences PGDEC. Une rencontre a permis de présenter l'entreprise, le PGDEC et la politique de l'État de Côte d'Ivoire en matière d'emploi des jeunes diplômés. Selon Adama Bamba, coordonnateur du PGDEC, l'objectif est d'aider les jeunes à avoir un accès aux entreprises. Le coût du projet de plus de 300 millions de francs CFA est financé par les deux entités partenaires, notamment le PGDEC, avec l'aide de la Banque mondiale et la Société des télécommunications. Les stagiaires seront repartis en deux groupes, les stagiaires écoles, dont la durée de stage est comprise entre 2 et 6 mois, et les stagiaires à longue durée, dont la période est de 12 mois. Occasion pour ces jeunes de faire montre de leur savoir pour espérer un emploi pour la vie. L'ambition du PGDEC est de mettre en stage plus de 2500 jeunes diplômés, en apprentissage plus de 3000 jeunes et favoriser la formation professionnelle de 5000 d'entre eux répondant aux besoins du secteur privé. L'insertion des jeunes préoccupe aussi la jeunesse du plateau. Elle a organisé une rencontre pour débattre justement des questions de l'emploi, plus précisément des méthodes de création d'emplois. Abou Sanogo pour vous. La question de l'emploi jeune demeure une préoccupation. Nombreux sont les jeunes en quête d'emploi. La crise post-électorale est passée par là. Le comité de réflexion, d'études et de prospective de la jeunesse du plateau axe donc sa stratégie d'emploi sur la formation. Cela a consisté à relever les tâches de la jeunesse et aussi à critiquer aussi nos administrations, l'administration communale. Et au sortir de là, nous avons développé des plans de propositions de solutions. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a dit que pour atteindre tous ces objectifs, il fallait développer un partenariat avec l'autorité municipale. Et comment développer le partenariat? Il fallait que la jeunesse soit partie prenante, c'est-à-dire intègre le prochain conseil municipal, afin de participer à tout ce qui sera élaboration de projets pour la jeunesse. Les jeunes aspirent à se prendre en charge avec un emploi stable. Pour y arriver sur la table, plusieurs doléances, entre autres la prise en compte de leurs difficultés, la création d'activités génératrices de revenus et la formation au civisme et à la responsabilité. Et on change de sujet pour donner maintenant cette information. Le comité scientifique des États généraux de la presse remet son pré-rapport aujourd'hui au ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane. Ce comité a pour mission de faire une évaluation de la presse en Côte d'Ivoire et de proposer un nouveau visage au journalisme ivoirien, une presse qui correspond aux attentes du public, qui promeut la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ajoutez que les travaux des États généraux de la presse ivoirienne seront validés lors d'une grande plénière qui réunira l'ensemble de la presse les 30 et 31 août 2012 à Yamoussoukro. Les responsables de la filière Anacarde sont en tournée de sensibilisation dans les différentes régions productrices. Objectif, expliquer aux producteurs les difficultés de production et de commercialisation de la noix de cajou et proposer des solutions. Charles Tatou, explication. Dimbokro, zone de transition entre les régions forestières et celles des savanes, est aussi propice à la culture de l'anacarde. Près de 500 planteurs produisent annuellement plus de 3500 tonnes de noix de cajou. Mais leur production est descendue en 2002 à 1500 tonnes.
Cette chute est la preuve que les producteurs de la région n'échappent pas aux réalités vécues par les autres acteurs des organisations professionnelles agricoles de la filière cajou. Comme ils l'ont fait dans les autres régions productrices de l'anacarde, les responsables de l'ARECA ont rencontré les acteurs locaux de la filière cajou de Dimokro. Objectif, les éclairer sur la situation de la commercialisation des noix de cajou. Selon le président du conseil d'administration de l'ARECA, Bamba Mamadou, la production nationale de noix de cajou de la campagne 2012 est estimée à 470 000 tonnes, dont 370 000 tonnes déjà achetées et 100 000 tonnes non comptabilisées relatives aux fuites des produits vers les pays voisins et aux stocks détenus par certains producteurs dans l'optique d'obtenir de meilleurs prix. Une situation, dira-t-il, provoquée par la variabilité des prix bord champ due à la crise financière en Europe, à l'accroissement des charges portuaires et à la multiplicité des intervenants. Pour ce faire, le président de l'ARECA entend mener des actions à court terme devant contribuer à relancer la commercialisation des noix de cajou. Il s'agit de la sensibilisation des producteurs aux bonnes pratiques de conservation, c'est-à-dire le séchage, le triage, l'ensachage et le stockage, afin d'améliorer la qualité marchande des noix. La poursuite de la concertation avec les exportateurs en vue de la redynamisation des achats, la concertation avec les structures portières avant de lever les obstacles éventuels. D'autres actions à moyen et long terme suivront, qui portent sur la réforme de la... Les femmes du vivrier de Daloa et l'ADVCI, Association pour le développement des vivriers en Côte d'Ivoire, veulent promouvoir le secteur du vivrier. Leur objectif est clair, assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Les femmes du vivrier et l'ADVCI ont évoqué le sujet au cours d'une rencontre. Le témoignage est de Jeanne Toubé. Au centre de la rencontre entre l'ADVCI et les femmes du vivrier de Daloa réunies au sein de l'ONG Cœur Pro Femmes, la promotion de l'agriculture vivrière et le développement de l'esprit coopératif. L'Association pour le développement des cultures vivrières a dans cette optique invité ces femmes à l'entente et à une meilleure organisation pour tirer profit de leur labeur. Cissé Abiba, présidente du conseil d'administration de l'ADCVI, a donné l'assurance aux femmes de l'ONG Cœur Pro Femmes que sa structure s'engage à les aider à sortir de toutes les difficultés qu'elles rencontrent dans la culture du maraîcher. Autre assurance donnée aux femmes du vivrier de Daloa, l'aide et l'assistance qu'elles vont recevoir, de sorte à accéder à des revenus substantiels. Kone Bintou, présidente des femmes économistes et financières de Côte d'Ivoire, ajoute que l'OFFCI est prête à apporter son expertise. En perspective, la capacité des femmes du vivrier de Daloa à rechercher des financements, mais surtout l'augmentation et la diversification des productions vivrières afin de limiter l'importation des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. 20 millions de francs CFA en matériel agricole offerts par l'ADCVI sont attendus par les femmes du vivrier de Daloa dans les semaines à venir. La deuxième édition des Journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan a débuté le 24 août dernier à l'Institut français d'Abidjan, ex-centre culturel français au Plateau. Pendant 10 jours, le savoir-faire ivoirien en matière d'artisanat et celui des pays de la CEDEAO seront exposés. Les détails avec Alvorassa. Céramique, parure, tenue traditionnelle africaine, masque africain, sculpture antique exposée à l'Institut français d'Abidjan au Plateau. Le décor est ainsi planté pour la deuxième édition des Journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan. Pendant 10 jours, visiteurs, acheteurs, opérateurs économiques bénéficieront du savoir-faire des exposants issus de tous les pays de l'espace CEDEAO en matière d'artisanat. L'artisanat, au dit du représentant du ministre de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Touré Ali, constitue aujourd'hui une des composantes majeures du développement social et économique de la Côte d'Ivoire. Ce secteur, a-t-il ajouté, contribue pour 12% du PIB et emploie plus d'un quart de la population active selon les dernières statistiques de l'INS. Il mérite donc d'être soutenu pour participer au développement économique de la Côte d'Ivoire.
Des propos soutenus par l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, invité d'honneur de cette deuxième édition des Journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan. Sont attendus à cette manifestation plus de 10 000 visiteurs. Thème retenu pour cette édition aux consommations locales des produits de l'artisanat et recherche de débouchés commerciaux. Un thème qui sera appuyé par des conférences. 30 opérateurs ivoiriens exerçant dans l'hôtellerie vont renforcer leur capacité en Chine. La formation va durer 1 mois. Ce voyage est l'aboutissement de la coopération sino-ivoirienne, nous dit Patricia Omouetia qui a suivi pour vous le départ. Avant d'effectuer le voyage en Chine, les 30 opérateurs ivoiriens sélectionnés dans la branche de l'hôtellerie sont reçus par les responsables du ministère du Tourisme. Occasion pour eux de prodiguer des conseils aux professionnels ivoiriens qui vont représenter pour 1 mois la Côte d'Ivoire en Chine dans le secteur de l'hôtellerie. Pour le ministre Charles Darius Aké-Achimon, c'est une grande joie et une fierté de voir ce projet aboutir avec le départ de ce groupe constitué d'opérateurs du secteur privé. Ce qui traduit ainsi l'aboutissement du partenariat secteur public-secteur privé qu'il a amorcé depuis qu'il est à la tête de ce département. Partenariat qui consiste à permettre aux acteurs du secteur privé de s'approprier les activités de l'hôtellerie. Prendre l'engagement ici ferme pour vraiment nous mettre au travail et d'apprendre vraiment tout ce qui sera dispensé comme cours afin qu'à notre retour au pays, on puisse apporter un plus dans le développement du tourisme et de l'hôtellerie. Pour ce stage, les opérateurs ici présents vont se rendre à Fuzhou, ville située à 3 heures de vol de la capitale Beijing. Le stage va se dérouler en 4 modules selon les thèmes de référence approuvés par la partie chinoise. Un module va concerner les managers et les 3 autres concerneront les opérateurs exerçant dans les métiers de l'hébergement, la restauration et la réception, indique le directeur de cabinet du ministre. Le secteur du tourisme a besoin de se relancer, de développer ce tourisme. Et on ne peut faire le développement du secteur du tourisme que par des services de qualité et qui passent bien entendu par les services des hommes. Et c'est le sens qu'il faut donner donc à la formation de renforcement des capacités des stagiaires qui partent donc en Chine. Le renforcement des capacités des 30 professionnels ivoiriens du secteur de l'hôtellerie va se dérouler du 24 août au 23 septembre 2012. Le prix du maître mondial de la communauté bouddhiste Ikedia Desaku a été attribué au professeur Aké-Assi Laurent de l'université d'Abidjan. Mamadou Kwasi, compte rendu. Il est désormais connu le lauréat de la 4e édition du prix Ikeda pour l'éducation, la culture et la paix. Aké-Assi, professeur titulaire de la botanique à l'université en Côte d'Ivoire, en est le 4e lauréat. Cette distinction de Aké-Assi est l'œuvre de la communauté bouddhiste de Côte d'Ivoire réunie au sein de la Soka Gagaï, internationale section Côte d'Ivoire. Des enseignants-chercheurs et de nombreux fidèles sont venus soutenir le lauréat de l'édition 2012. Créé en 2008, ce prix porte le nom du maître mondial de la communauté des bouddhistes, Daishuka Ikeda. Il va contribuer à la promotion de la culture de la paix en Côte d'Ivoire. Pour André Déazon, ce prix attribué au professeur Aké-Assi vise à avancer les travaux de la botanique en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Cette distinction vient témoigner la nécessité de cette communauté bouddhiste de s'approprier la connaissance des plantes pour survivre dans un monde bouleversé et le rendre plus paisible. Selon les œuvres intervenants, les pays africains ont des œuvres littéraires en quantité, mais la production scientifique est maigre. Le prix Ikeda Daishuka est un certificat d'honneur, une médaille et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Il faut rappeler que c'est en 1990 que la Soka Gagaï International section Côte d'Ivoire a vu le jour. Direction Tiasalé pour parler des 12e journées socio-culturelles et sportives du village de Koyokro. Ces journées organisées par les autorités locales visent à promouvoir la cohésion sociale entre les communautés. Sur place, Honorine Agnigori. Koyekro, village de la sous-préfecture de Morokro, dans le département de Tiasalé, à 152 km d'Abidjan, est en fête depuis hier jusqu'au 2 septembre. Ici déroulent des journées socio-culturelles et sportives, la 12e édition précisément, sous l'initiative de l'Union des jeunes de cette localité. Ces 12e journées consistent à rassembler la population des 6 villages d'Agni de Morokro, créer une saine émulation entre elles et souhaiteraient avoir leur école réhabilitée. Ces journées sont aussi et surtout un moment de réflexion sur les voies à emprunter pour arriver au développement économique afin d'aider nos parents qui n'en peuvent plus de continuer à souffrir de la pauvreté et des maladies, à connaître de vieux jours moins pénibles. De la nécessité de se réconcilier.
Le porte-parole du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en a parlé. Le parrain de la cérémonie a quant à lui encouragé la population à maintenir l'entente entre allogènes et autochtones. Le Premier ministre me charge de marquer son soutien total à ce grand moment de célébration du vivre ensemble entre les autochtones Agni et leurs frères venus des autres contrées de la Côte d'Ivoire et qui sont majoritairement des Baoulés. Cette démarche opportune doit s'intégrer harmonieusement dans le contexte de réconciliation nationale que l'ère du temps nous fait vivre au quotidien sur toute l'étendue du territoire national. Le président du Conseil général du département de Tia-Salé a saisi l'opportunité de cette occasion pour livrer ses ambitions de faire de Tia-Salé un nouveau pôle de développement. La pratique du dialogue, de la vérité et de la réconciliation est permanente depuis plus de 100 ans ici à Tia-Salé. Notre région nourrit l'ambition légitime de constituer une région. La pose de la première pierre du foyer polyvalent Jano Aoussou-Kouadio a mis fin à cette cérémonie. Dans l'actualité sportive en Côte d'Ivoire, depuis hier, le COE Sport de San Pedro est champion de Côte d'Ivoire saison 2012 de la 9e journée de la Super Division. Il a arraché le nul à la SEC Mimosa au stade Robert Champrou de Makori. Malheureusement, cette victoire du COE a été entachée par des actes de violence des supporters de la SEC qui ont eu du mal à accepter ce nul du COE Sport de San Pedro. Le reste de l'actualité dans le monde en bref. Commençons au Venezuela avec cette explosion dans la plus grande raffinerie qui a fait au moins 19 morts, 53 blessés. 39 personnes tuées et plus de 80 blessés samedi dans l'explosion de la plus grande raffinerie de pétrole du Venezuela, dans l'état de Falcón, dans le nord-est du pays, où sont raffinés quotidiennement 645 000 barils de brut par jour. Une explosion due à une fuite de gaz qui a déclenché un énorme incendie. Le feu dégagé encore dimanche, une épaisse fumée, mais sans risque de nouvelles explosions. Le Venezuela est le 5e producteur de pétrole au monde. La tempête Isaac, qui a fait 4 morts en Haïti, est en route vers la Floride. Plus de 5000 personnes et 18 camps de victimes du séisme de 2010 ont été évacuées. Au passage de la tempête, 300 maisons ont été endommagées. La capitale, Port-au-Prince, est sans électricité et sans égout. À cela s'ajoute le risque de contamination de l'eau. La République dominicaine a également été touchée par la tempête tropicale Isaac. Le conquérant des étoiles s'en est allé aussi discrètement qu'il a mené sa vie sur Terre. L'astronaute américain Neil Armstrong est mort à 82 ans des suites d'une complication chirurgicale. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. C'est avec cette phrase que Neil Armstrong est entré dans l'histoire avec un grand H en devenant, le 21 juillet 1969, le premier homme à avoir marché sur la Lune avec la mission Apollo 11. Événement retransmis en direct dans le monde entier. 600 millions de téléspectateurs ont regardé stupéfaits Neil Armstrong planter le drapeau américain sur l'astre lunaire. Terminons en Syrie où les violences ont fait 90 morts hier. Ce matin, un hélicoptère s'est écrasé sur la capitale à Damas. Les insurgés affirment être à l'origine de ce crash. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés dans ce tour de l'actualité.